et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle interview de la boîte à livres. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur les relations humaines avec le petit traité des relations humaines, coécrit par mes deux invités, Julien Rouet et Frédéric Demarquet, publié aux éditions Henrik B. Alors, si vous vous posez des questions sur les relations humaines, restez avec nous, on vous en dit plus dans un instant. Et j'ai un petit service à vous demander, chers auditeurs et auditrices. J'aimerais que mes invités soient mis en avant. Et donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Cela ne vous coûte rien qu'un tout petit clic. Et puis, si vous croyez que notre humanité a tout à gagner à améliorer ses relations, mettez aussi un petit pouce pour faire remonter cette vidéo dans les algorithmes. Bonjour Frédéric, bonjour Julien. Bonjour Yann. Je vais prendre un moment pour vous présenter aux auditeurs et auditrices. Frédéric, tu es consultant en ressources humaines, coach, facilitateur, formateur, praticien en thérapie brève et conférencier, et tu accompagnes depuis de nombreuses années des particuliers ainsi que des organisations et leurs acteurs. Tu as écrit d'autres livres, dont le manuel systémique d'accompagnement de la personne que j'ai adoré. Je le recommande d'ailleurs à tous les passionnés de systémique. Et Julien, après avoir consacré tes 12 premières années de ta vie professionnelle au management d'actifs immobiliers, tu as pris conscience des enjeux relationnels et humains, ce qui t'a amené à l'approche systémique, et cela lors d'une formation de coach professionnel. Dites-nous comment vous en êtes venu à coécrire ce petit traité des relations humaines. De mon côté, j'ai découvert la systémie auprès de Frédéric, puisque j'ai été un de ses élèves dans une formation. Et c'est vrai que cette approche, moi, m'a complètement bouleversé et a pas mal changé la manière dont je voyais le monde, dont je réintégrais les relations, ma vision des relations. Ça a changé beaucoup de choses. Et au fait, on se rend compte que la systémie, c'est une approche qui est assez intellectuelle quand même, qui peut être un peu dure parfois d'appréhension. Et donc, du coup, on a eu le projet avec Frédéric de se dire, bah, si on essayait de rendre ça un peu plus accessible au plus grand nombre. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de faire ce livre pour essayer de simplifier les concepts et de vulgariser, si on veut, une pensée qui peut parfois être complexe, de manière à ce que chacun puisse s'en servir dans son quotidien et que ça puisse vraiment être utile pour tous. Et de mon côté, pour compléter ce que dit Julien, donc moi je suis systémicien de pratique et de cœur depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et depuis toujours, j'ai cherché finalement à vulgariser dans le sens noble du terme la Mm. systémique. Alors auprès de différents publics. Donc j'ai d'abord cherché à la vulgariser auprès de professionnels de l'accompagnement. Mais j'avais vraiment très envie de la vulgariser aussi auprès du grand public, effectivement, et de pouvoir écrire quelque chose. La relation humaine est au cœur de mes activités. Et du coup, Julien m'a parlé de ce projet d'écrire un livre sur les relations humaines. Et quand il m'en a parlé, bah, ça tout de suite, je me suis dit, ben oui, c'est une super idée, ça me parle bien. Et du coup, on a parlé du projet ensemble, on a décidé de le coécrire, en sachant qu'effectivement, j'ai rencontré Julien dans une de mes formations du CI Institut et que tout de suite, ça a fité avec Julien et que j'ai reconnu chez lui tout le professionnalisme que j'aime chez les accompagnants. Et voilà, d'écrire ce bouquin ensemble me ravissait. Donc, et voilà comment le projet s'est lancé. Moi, j'ai vraiment bien aimé votre livre car vous présentez à chaque fois une expérience, vous faites référence à des films et puis vous complétez par un peu de théorie. Et tout ça m'amène à me poser une question. Euh, alors qu'aujourd'hui, on a énormément d'outils, euh, je dirais que le monde du coaching a réussi à comprendre ce qui se passe entre les êtres humains. Est-ce que vous faites le même constat que moi, c'est que les personnes ont l'air de perdre de plus en plus des compétences relationnelles? Est-ce que c'est le cas? Et à votre avis, qu'est-ce qui provoque cela? Oui, Oriane, donc effectivement, on peut remarquer depuis un certain nombre d'années que dans des organisations ou peut-être même dans des familles, il se passe des choses relationnellement un peu plus complexes que ce qu'on a pu vivre peut-être dans les années précédentes, mais en même temps, je ne sais pas si on a tant que ça perdu de compétences relationnelles, puisque si on se réfère aux compétences relationnelles d'il y a un siècle, par exemple, je pense qu'on est au-dessus de ces compétences, que les compétences sont plutôt développées. Mais je pense qu'effectivement, qu'il y a eu un développement du développement personnel et de la relation dans les années 70, entre autres, à partir des années 70, et que peut-être depuis quelques années, des évolutions sociétales font
qu'il y a peut-être davantage de tensions globalement dans la société, du coup dans les organisations, dans les familles, avec des répercussions, et que peut-être ces tensions créent effectivement une espèce de régression, peut-être, j'emploie le terme, c'est peut-être un peu fort, mais une espèce de régression dans les compétences et relationnelles et émotionnelles, et que c'est quelque chose effectivement qu'on peut observer depuis quelques années. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Je ne sais pas si mon analyse est juste, mais c'est comme ça que je l'analyse. Moi, pour compléter, j'ai une vision assez différente, mais plutôt complémentaire de ce que dit Frédéric. Moi, ce que j'ai observé, c'est que aujourd'hui, c'est vrai que tout va assez vite, avec des résultats assez rapides. Tu parlais tout à l'heure d'outils, on a toujours besoin, on a un problème, une solution, etc. Et je trouve que on prend moins le temps de réfléchir les sujets et surtout de prendre part à la relation. Et c'est vrai que dans les relations, ce qui est très important, c'est d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de faire avec l'autre, d'essayer de se poser soi-même des questions. Et ça prend du temps. Et donc du coup, c'est vrai que dans ce rythme infernal avec les informations, alors évidemment on parle de réseaux sociaux, mais on peut parler de pas mal d'autres choses, on prend moins ce temps, on a moins le temps, et du coup, on a peut-être des jugements qui vont plus vite, euh, qui sont moins mesurés. Et donc là, je fais le lien avec ce que dit Frédéric, qui peut-être amène un peu plus de tension. Mais voilà, donc moi, je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait que peut-être qu'on prend juste pas assez le temps de soigner ces relations, en tout cas d'y faire attention. Et Mm. juste, je rebondis sur ce que dit Julien, juste pour amener quelque chose, je trouve vraiment intéressant cette notion de temps. Je trouve aujourd'hui que très souvent, dans ce qu'on peut rencontrer dans le cadre à la fois des organisations, mais aussi dans une consultation privée plus thérapeutique, que souvent les personnes attendent des choses très clés en main, justement parce que pas de temps, donc on veut du clé en main, on veut des choses, des recettes qui Mm. seraient applicables dans toutes les situations. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui est très compliqué dans la relation, puisque dans la relation, tout est à réinventer quasiment à chaque fois, même si on peut avoir effectivement un certain nombre d'éléments qui vont nous aider dans la relation, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le petit traité, c'est donner certains éléments, mais c'est pas des recettes toutes faites en fait, hein. Et aujourd'hui, il y a une espèce de besoins par manque sûrement de temps, etc., et de recettes toutes faites, sans prise de hauteur sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui piège beaucoup les personnes dans la relation et qui les enferme, en fait. Et peut-être ça participe à ces difficultés relationnelles qu'on rencontre aujourd'hui. Oui, et tout cela m'amène à cette nouvelle notion qui est souvent abordée aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité, qui est à la fois considérée comme une compétence, mais aussi comme une limite, une difficulté. Dans quelle mesure votre petit traité amène des, des solutions, ou peut-être des ouvertures pour ces personnes, et que pensez-vous aussi de l'hypersensibilité? Dans le bouquin, il y a un chapitre sur la pathologisation. Et je trouve que l'hypersensibilité, effectivement, je serais un peu méfiant avec le terme, dans le sens de attention, de ne pas le rendre déjà pathologique, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une sensibilité un peu plus forte que les autres. Moi, je dis souvent que les hypersensibles, c'est des gens qui ont peut-être gardé un peu du sixième sens. Vous voyez, un peu comme c'est, voilà, j'ai écrit aussi un bouquin moi, sur le permamanagement, hein, donc sur la systémie vue au prisme de la permaculture. Et en fait, vous voyez, dans la permaculture, on parle de plantes qui sont des plantes indicatrices. C'est des plantes qui ressentent les choses avant les autres plantes et du coup qui vont nous dire, tiens, il se passe quelque chose, il y a un changement dans la terre, dans le climat, il se passe des trucs en fait. Et je pense qu'il y a des êtres humains qui ont aussi qui sont des indicateurs, c'est-à-dire qui ressentent les choses plus fort et avant les autres. Et je pense que c'est effectivement une compétence. Et quand elle est comprise, acceptée et du coup gérée, ça peut vraiment devenir une compétence intéressante. Par contre, le fait de le voir comme quelque chose de pathologique, de compliqué, peut à ce moment-là créer chez les personnes qui vivent cette sensibilité, ou alors simplement ils ne comprennent pas, ils ne la comprennent pas. Mais il faut Mm. évidemment la comprendre. Et si elle n'est pas comprise, ou si elle est vue comme quelque chose de négatif, ça peut créer à ce moment-là des choses, je pense, compliquées. Et moi, par rapport à ça, pour rejoindre un peu ce que dit Frédéric, mais je trouve que c'est une notion qui est bien sûr qui est environnée, mais le risque, c'est vraiment de la cadrer, d'en faire une étiquette. Euh,
parce qu'aujourd'hui, effectivement, hypersensibilité, on en entend partout. Alors, il y a probablement des gens qui sont hypersensibles, et il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il ne faut pas que non plus ça devienne une étiquette qui soit très confortable et qui permette de classer juste parce que ça nous a un peu touché que quelque chose soit passé. Ah bah, je suis hypersensible, donc c'est bon. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, l'hypersensibilité. Ça se gère, mais voilà, moi je ferai attention à tous ces effets d'étiquette comme pas mal de choses comme le syndrome de l'imposteur, etc., qui sont des notions beaucoup plus complexes que juste le tampon qu'on souhaite y mettre, et du coup avec parfois tous les raccourcis qui vont avec. Donc je pense que, comme Frédéric, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça peut être une vraie chance et un vrai cadeau. Et en même temps, il faut il faut le gérer dans la limite. Et je lisais un livre l'autre jour dont j'ai complètement oublié le nom, donc je ne pourrais pas vous le donner, mais notamment qui parlait des facteurs de stress et qu'un des facteurs de stress, c'est de réussir à mettre des limites. Et je pense que c'est peut être notamment un sujet pour les hypersensibles de savoir peut-être pas mettre la limite, mais en tout cas de gérer davantage leurs limites. Et je Hmm. trouve aussi que dans les organisations aujourd'hui, là je parle vraiment des organisations, même si ça peut se voir aussi dans la société en général, je trouve que beaucoup de termes de la psychologie, de la psychiatrie rentrent dans les organisations. Et ça crée justement des étiquettes fortes. Vous voyez, alors on avait eu les pervers narcissiques qui sont rentrés depuis longtemps dans les organisations, c'est historique, mais on a plein d'autres termes qui rentrent effectivement dans l'entreprise et qui sont des termes vraiment de la psychologie. Par exemple, aujourd'hui, on a la résilience. C'est le nouveau terme très à la mode dans les entreprises. Nos collaborateurs doivent être résilients. Les gens, on leur demande sur commande d'être résilients, ce qui est déjà un peu compliqué. Et puis la résilience, c'est la faculté à supporter des traumas, enfin à les dépasser, à pas les supporter, à les dépasser en fait. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise va créer des traumas et c'est aux collaborateurs de les dépasser, ou est-ce que c'est pas plutôt à l'entreprise de moins créer de traumas? D'autant plus que la résilience, la deuxième partie, c'est quand même de pouvoir faire quelque chose de positif finalement, in fine, de ces traumas, de les transformer en positifs. Donc ça crée presque à un moment un conflit d'intérêt. Est-ce que l'entreprise n'aurait pas intérêt à continuer de créer des traumas puisque les collaborateurs vont en créer quelque chose de positif? Vous voyez, donc voilà, je suis toujours moi méfiant de ces termes de la psychologie, comment ils sont repris dans la société, dans les organisations, et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière. Vous voyez, quand on dit soyez résilient, quel implicite on envoie derrière, ça renvoie à un de nos chapitres d'ailleurs du livre sur la force des implicites, quel implicite envoie l'organisation à la fois aux collaborateurs et à l'organisation dans son ensemble. J'enchaîne sur cette nouvelle manière aussi d'aborder dans notre société la victimisation. J'ai parfois le sentiment que les victimes ont de plus en plus de reconnaissance, que ça devient presque une qualité que d'être victime et que ça apporte des avantages à l'être. Est-ce que c'est aussi votre manière de voir les choses et qu'est-ce que vous pourriez en dire par rapport à ce traité que vous avez coécrit? Alors, on a un chapitre traite de ce sujet, qui est le syndrome de Calimero. Exactement. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, au-delà de la tendance, il peut y avoir des états de victimisation et un intérêt à la victimisation. Et donc, c'est vrai que c'est de la demande, hein. Quand on se plaint de quelque chose, on fait une demande. Après, sur le fait que plus de plus d'intérêt ou plus de visibilité sur les victimes. Je sais pas, moi, ça me fait pas mal penser au fait que peut-être, et on parle de relations, de communication, mais peut-être que les gens ont moins l'impression d'être entendus, écoutés, et donc ça refait Mhm. peut-être un lien avec le fait de ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on prenne le temps pour les écouter, pour créer du lien, pour se faire entendre et pour exister tout simplement. Et c'est peut-être un raccourci, mais je me dis qu'il y a peut-être un lien avec ce fait de se sentir victime et donc pas écouter et donc formuler des demandes implicites, encore une fois, à son environnement. Et par rapport à ce que dit Julien, j'aurais envie de faire de regarder ça à deux niveaux, en fait. Il y a le niveau de la victime elle-même, de la personne qui, effectivement, se sent victime, et le niveau des personnes qui parlent des gens qui sont victimes. Je trouve que c'est quelque chose aussi qui est extrêmement présent aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire qu'on met beaucoup en avant les victimes, mais à quoi, finalement, cela sert-il pour les personnes qui en parlent? Vous voyez, je le vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, on voit ça aussi beaucoup sur les médias, on met en avant beaucoup de choses de l'ordre de victimes de plein de choses,
mais finalement, est-ce que c'est pas pour attirer à soi une certaine audience? Parce qu'en fait, tout ce qui amène les larmes, en fait, amène l'émotion, amène aussi une audience. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup une instrumentalisation des gens qui sont victimes de plein de choses pour s'en servir à des fins finalement plus personnelles, plus médiatiques, plus d'audimat, de followers, etc. Donc ça, je remarque ça. Donc ça, c'est le niveau des personnes qui vont parler des victimes. Après, il y a le niveau, effectivement, des personnes qui sont victimes ou qui se sentent victimes. Et là, on est à un autre niveau. Et là, c'est ce que Julien vient d'évoquer, c'est-à-dire que qu'est-ce que ces personnes, finalement, souhaitent faire de leur plainte, hein, du fait qu'elles se plaignent, etc., de plein de choses. Qu'est-ce qu'elles souhaitent en faire? Est-ce que c'est juste, effectivement, elles ont juste envie de se plaindre, d'être entendues? Est-ce qu'elles ont envie d'autre chose? Est-ce qu'elles ont envie de passer à autre chose? Est-ce qu'elles ont envie de construire par rapport à ça? Ou au contraire, de rester dans ce, je mets ça entre guillemets, dans ce statut un peu de victime qui peut-être effectivement est aussi important pour elles parce que ça leur permet peut-être d'être là, d'exister, de se montrer de cette manière et peut-être que c'est pas à enlever non plus à supprimer. C'est vraiment qu'est-ce que chacun va avoir envie de faire de ça, hein, quand on est, parce qu'on est tous victimes à un moment de quelque chose, mais que veut-on faire de ça en fait, hein, c'est vraiment une question centrale. Et avec Julien, nous respecte vraiment le choix de chacun. C'est-à-dire que si la personne veut rester dans quelque chose qui est de l'ordre de la victime, bah, pourquoi pas, c'est sa manière à elle de gérer plein de choses et c'est tout à fait respectable. Et si elle veut passer à autre chose, nous, on propose des éléments pour éventuellement passer à autre chose, mais ce n'est pas une obligation. C'est chacun qui fera son choix pour lui-même. On pourrait considérer ça comme des symptômes de notre société et donc des informations, puisqu'il y a aussi ce regard systémique de dire, tiens, bah, si les victimes ont cette reconnaissance, en tout cas par une autre partie de la population et qu'ils sont utilisés, est-ce qu'on pourrait envisager ça comme finalement des signaux de notre humanité et comment est-ce que systémiquement pour utiliser et travailler ou en tout cas aller de l'avant avec ces symptômes? Je trouve que la question renvoie à finalement qu'est-ce que la société effectivement propose comme aussi signe de reconnaissance, et quand je dis la société, c'est au sens très large, comme signe de reconnaissance aux uns ou aux autres. Vous voyez, est-ce que finalement, on est plus reconnu en étant victime, on est plus reconnu en étant autre chose? Comment nous, on le perçoit aussi par rapport à la société, parce qu'il y a ce que la société propose, mais est-ce que nous, on perçoit par rapport à la société? Et du coup, il y a vraiment l'idée de comment effectivement sont mises en valeur un certain nombre de choses, et ça fait penser, ta question, Oriane, fait penser à tu vois, par exemple, la différence entre un regard anglo-saxon et un regard français. Euh, Après, je ne sais pas, tu pourrais peut-être dire sur un regard belge qui est peut-être différent du regard français aussi. Mais tu vois, c'est vraiment le regard anglo-saxon va mettre plus en avant justement les choses positives, les réussites, alors que le regard français va mettre plus en avant des choses plus problématiques et de l'ordre de la victime aussi. Donc du coup, finalement, on a tendance à se fondre dans le cadre social et sociétal qui nous est proposé. Et du coup, voilà, je pense qu'on est aussi le fruit, effectivement, d'une société, mais ce n'est pas une fatalité. On peut aussi se dire, tiens, je peux peut-être faire autrement, j'ai peut-être des alternatives. C'est ça pour moi qui est important. C'est-à-dire, même si je suis dans une société, j'ai peut-être des alternatives, peut-être que je peux évoluer vers autre chose, en fait, et j'ai aussi mon libre arbitre par rapport à ça. Et Hmm. c'est ce qui, dans le manuel, pas dans le manuel, pardon, dans le petit traité, ce que l'on voulait vraiment permettre aux gens, c'est justement par plein d'exemples possibles, de leur dire, voilà, est-ce que vous vous reconnaissez un peu là-dedans? Et si vous vous reconnaissez, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Et on invite vraiment les lecteurs à se poser cette question de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et non pas leur dire, voilà ce que vous devez faire. On leur donne des pistes, on dit maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire de ça? C'est vraiment une invitation à la réflexion sur ce qu'ils veulent faire et non pas les pousser dans une direction, en fait, en disant, c'est ça la voie. Moi, par rapport à la réflexion sociétale, je pense que on est dans une époque où le divertissement est assez intéressant et assez important et on cherche beaucoup. Donc c'est par rapport à ce que je disais, l'attention, le divertissement. Et c'est vrai que, comme disait Frédéric tout à l'heure, le côté de victime, bah, c'est assez intéressant parce que tout de suite, ça crée une émotion assez forte, assez courte, assez immédiate et ça répond bien au sujet euh, médiatique, etc., et du divertissement. Alors, c'est pas un divertissement très joyeux, mais ça reste du divertissement quand même, puisque quand on regarde son poste de télévision,
on part dans des émotions, du plus, du moins, etc. Et c'est tout à fait rythmé. Donc, moi, c'est un peu à ça que ça me fait penser. Effectivement, par rapport à ce que disait Frédéric aussi, ça laisse à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire de ça. Peut-être qu'effectivement, il peut y avoir un intérêt à être victime parce que, évidemment, on voit le modèle dans les médias et peut-être que dans nos relations personnelles, on essaie de reproduire la même chose en étant victime et en recherchant aussi de l'attention, créant de l'émotion chez les autres. Et après, voilà, ça c'est chacun qui voit ce qu'il veut en faire. Avec, encore une fois, il y a de l'intérêt dans les deux. Chacun a sa propre conviction. Et c'est très important ce que disait Frédéric tout à l'heure. Dans le livre, nous, on ne souhaite pas donner justement une recette rapide. Alors, ça peut être c'est un peu frustrant peut-être pour certains lecteurs, mais nous, c'est une position qu'on assume assez bien, d'amener des pistes de réflexion, des pistes d'action aussi, pour que chacun puisse se positionner. Et en tout cas, avoir pris le temps, je reviens à cette idée de temps, la thématique du matin, de réfléchir un petit peu et de se positionner par rapport à tout ça. Oui, donc si je résume, quelque part, l'intention de votre petit traité des relations humaines, c'est de redonner du choix au lecteur, de lui ouvrir des portes et puis de lui laisser prendre la porte qui l'attire le plus, qui le porte le plus. C'est, c'est- J'aime beaucoup, moi, cette idée de choix, en fait, hein. C'est-à-dire que je pense que dans la vie, on est tout le temps face à des choix. On est en permanence face à des choix. On se rend pas toujours compte qu'on fait des choix parce qu'on va dans des directions, parfois de manière tout à fait inconsciente sur le moment. Mais néanmoins, il y a bien une forme de choix qui est faite et qui est fait. Et du coup, je pense effectivement que tout, quelque part, est un peu question de choix. Alors, il y a des choix qui sont très difficiles à faire pour plein de raisons. Des fois parce qu'on n'est tout simplement pas conscient des choses, des fois parce que les choix amènent à abandonner des choses difficiles. Il y a des choix même très douloureux, hein, qui sont extrêmement douloureux, mais c'est néanmoins des choix, ça reste des choix. Et il y a des choix qui peuvent prendre beaucoup de temps, hein, qui peuvent prendre des années. Il y a des choix qui vont être immédiats, parfois qui vont demander une espèce de maturation plus ou moins consciente, très longue, puis d'un seul coup, pof, le choix se fait et on y va. Et c'est bien ça, en fait. Et je pense qu'il y a quand même, voilà, l'idée du choix, pour moi, Oriane, est vraiment centrale. Effectivement, le petit traité, l'idée, c'est de montrer des situations aux gens, qui voient des situations, qui puissent se projeter, qui puissent se retrouver dedans ou pas, et qui puissent se dire, voilà, moi, comment je ferais dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais envie de faire. Et du coup, on leur donne quelques clés pour qu'ils puissent construire des solutions pour eux, mais à partir de plusieurs clés qui vont rassembler. Donc, il y a plein d'éléments de puzzle, finalement, qui vont pouvoir rassembler, se dire, tiens, voilà, moi, quelle va être ma solution pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tout ça pour moi? Et donc, quel choix je vais vouloir faire? Et pour compléter ce que dit Frédéric, de manière générale, on observe que l'on gère nos relations de manière assez inconsciente. Voilà, on se promène dans le chemin de la vie et puis on gère comme on peut dans le cadre de nos activités, de notre vie professionnelle et personnelle. Et c'est vrai que l'idée du livre, donner le choix, c'est aussi permettre de prendre conscience, en tout cas d'essayer de faire prendre conscience de certaines situations euh, pour les personnes. Et c'est vrai que si déjà, à la fin, quand un lecteur a fini le livre, il se dit, ah tiens, ça m'a fait penser à ça, ou je me suis rendu compte de ça, ou ça, complètement hors du choix qu'il va faire, hein, puisque encore une fois, il n'y a pas d'intention particulière pour lui, je pense qu'on aura déjà gagné, c'est-à-dire pour que justement, il puisse peut-être plus agir plutôt que de subir, même si son action, c'est juste de se dire, ça me va très bien comme ça, et c'est parfait. On donne des ingrédients, c'est comme une recette de cuisine. On donne des ingrédients et puis chacun va faire sa recette en fait, hein. C'est à partir de ces Exactement. ingrédients, c'est-à-dire que nous, on ne dit pas exactement comment faire la recette. Voilà, vous avez tous les ingrédients. Maintenant, quelle sera votre recette personnelle dans votre situation qui vous appartient, dans votre contexte que vous seul connaissez bien? Nous, on ne peut pas le connaître. Comment vous allez fabriquer cette recette à partir de tous ces ingrédients? Je tiens à dire à nos auditeurs et auditrices que ce n'est pas juste le livre que les personnes ont en main, mais il y a bien plus derrière, puisqu'avec les QR codes, avec tous les liens, il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a l'accès à des ressources. Donc, ce livre, ça encore, même en tant qu'objet, une porte vers d'autres informations, d'autres éléments qui viennent compléter. Et donc, c'est bien plus que juste un livre. D'ailleurs, si on fait une réédition, on pourra faire
QR code qui amène sur ton podcast, Oriane. Donc, Exactement. effectivement, on avait envie pour celles et ceux qui en ont le souhait, en fait, en lisant le livre, de pouvoir leur permettre d'approfondir. Alors, il y a il y a des petits podcasts, effectivement, où on parle au lecteur. Et là, l'idée, c'était de créer de la proximité avec le lecteur, voilà, qui nous entendent parler, c'était vraiment donc c'est très court, mais voilà, ça crée un peu de lien avec le lecteur. Et puis après, il y a effectivement des liens qui vont porter vers des articles, des ressources effectivement un peu plus de fond et qui peuvent permettre à certains lecteurs qui seraient intéressés par un chapitre ou un autre d'aller chercher un peu plus d'informations sur les contenus qu'ils ont pu voir dans le livre. Ouais, super. Bien, ben, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview. Alors, dites-nous, Frédéric et Julien, est-ce que vous avez un message particulier pour nos auditeurs et auditrices? Sur quel point aimeriez-vous attirer leur attention? Question compliquée. Euh, non, pour moi, une des idées majeures, c'est que la relation, évidemment, ça se travaille, que comme disait Frédéric tout à l'heure, il y a des changements qui sont rapides et des changements qui sont lents. Moi, j'ai toujours en tête que le changement, bah, c'est une énergie supplémentaire qui est nécessaire pour le changement. Et donc, parfois, bah, c'est le moment de faire ces changements parce qu'on a cette énergie, et parfois, c'est pas le moment de le faire parce qu'on n'a pas l'énergie. Et la deuxième idée là-dessus, c'est de se dire que bah, un changement qui est lent va peut-être demander un peu moins d'énergie et va être beaucoup plus facile à ancrer. Et les changements relationnels, bah, c'est pas mathématique. Donc, moi, j'invite beaucoup à faire des tests, voir des choses, voir si ça nous convient bien, y aller petit à petit, de manière à avoir un changement lent, pardon, et probablement plus durable que des grands changements. Voilà, on n'est pas des coachs américains qui proposent des grands changements tout en une semaine. Donc effectivement, après le livre, il n'y aura pas des changements absolus. Mais peut-être que mettre quelques graines pour commencer à faire des changements des changements qui nous conviennent bien, bah, ça serait déjà pas mal. Et de mon côté, j'aurais envie d'en- de- d'envoyer ce message peut-être aux auditeurs. C'est que dans les sciences humaines, il n'y a pas de sciences exactes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une science qui va convenir à tout le monde. Il n'y a pas une façon de l'amener. Donc, nous, on croit fortement à la systémique et à ce qu'elle peut effectivement apporter dans les relations humaines, qu'elles soient en entreprise, en famille, dans la vie de tous les jours, avec les amis, etc. On y croit fortement. Et comme c'est pas une science exacte, c'est pas une vérité. Et donc, j'ai envie de leur dire, ne nous croyez pas sur parole. Faites-en quelque chose qui vous appartient. C'est-à-dire que c'est une façon de regarder les situations parmi d'autres. Trouver la façon qui vous convient avec ce qu'on vous propose. Trouver les ingrédients qui vous conviennent. C'est un peu notre invitation. Et surtout, dans ce que j'appelle, moi, l'assumance de vos différences, de vos singularités, et faites-en quelque chose de personnel qui vous appartient. Et même si vous devez prendre le contre-pied parfois de ce qu'on apporte, et ben c'est très bien. Si c'est mieux pour vous, et ben c'est parfait. Là, c'est vraiment trouver votre propre voie dans l'idée de la relation. Et voilà, servez-vous d'ingrédients qui vous parlent le petit traité, et puis créer quelque chose qui vous appartient dans votre propre singularité. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Super. Alors, votre livre, j'imagine qu'il se trouve dans n'importe quelle bonne librairie ou sur les plateformes habituelles, Un peu Oui, partout, je normalement. crois, effectivement, un peu partout. un peu Si tout va partout. bien, il est présent assez bien. Henri Barbillon, l'éditeur, est plutôt quelqu'un d'assez présent, donc normalement, on le trouve effectivement à peu près partout. Génial. Alors, nous voilà à la fin de cette interview vraiment passionnante. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous n'avez pas encore mis votre petit pouce, c'est le moment. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, ce que je trouve le plus important, c'est de partager cette vidéo avec vos amis, parce que j'en suis certaine, vous en seront reconnaissants d'une manière ou d'une autre. Et nous vous disons au revoir, à bientôt pour d'autres interviews, d'autres livres, d'autres univers. Au revoir Frédéric, au revoir Julien. Au revoir, Au Oriane. revoir, Ryan.